Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission avec vous, Isabelle, pour les 2 prochaines heures. Puis on a un menu pas mal chargé. On va commencer tout de suite avec une certaine tournée du Québec. Des gens qui, pendant la campagne électorale, ont fait connaître leur désir et leurs attentes par rapport à un prochain gouvernement. Puis je vais vous poser la question à vous, chers auditeurs. Avez-vous gagné vos élections? Et surtout, vous vous attendez à quoi de ce nouveau gouvernement? Je vous donne, même s'il a l'air de ressembler à celui qu'on avait hier, c'est quand même cocasse, avouez la chose politique. Faut le prendre comme ça ce matin. Êtes-vous déçus? Êtes-vous contents? Nous, au Québec, on a joué un rôle particulier puisqu'on contribue finalement à maintenir un gouvernement libéral. Bon, il est minoritaire, mais grâce aux Québécois, M. Carney, quand même, a pu compter sur de nouveaux sièges. Il y a 168 députés libéraux qui vont donc se présenter à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes, 144 conservateurs. Je le dis pour ceux qui auraient manqué le décompte, 23 bloquistes, ils en ont perdu quand même pas mal, 7 néo-démocrates, un parti qui n'a même plus de chef tellement il est disparu, et Elisabeth May qui est toujours là pour représenter les Verts comme à son habitude. On va faire une tournée donc, mais avant je vous donne nos numéros de téléphone 1-877-827-2346 et par texto, dites-moi au 187 Cube Radio si vous êtes satisfait du résultat de cette élection. C'est la 3e fois qu'on a un gouvernement minoritaire, puis il y a bien des gens qui estiment que c'est le meilleur gouvernement qu'on peut avoir parce que comme ça, l'opposition a les coups des franges pour utiliser un certain pouvoir et rétablir certaines choses. On va en discuter tout de suite avec le vice-président aux affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Jasmin Guénette est avec moi. Bonjour, M. Guénette. Oui, bonjour. Alors, comment vous voyez ça, vous, ce matin? Êtes-vous content du résultat? Ben, écoutez, c'est un résultat qui est quand même surprenant dans la mesure où un nouveau gouvernement libéral minoritaire, là, je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendaient à ça en début de soirée. Mais malgré le résultat, que ce soit libéral ou conservateur, je pense que pour les entrepreneurs canadiens, pour les propriétaires de PME à l'échelle du pays et au Québec, c'est important que les promesses économiques qui ont été faites lors de la campagne se concrétisent là, dans le cadre du prochain mandat parce que on a besoin de changer notre climat d'affaires au Canada, on a besoin d'améliorer notre climat d'affaires au Canada et c'est à espérer que le prochain gouvernement, même dans une situation minoritaire, puisse vraiment améliorer le climat d'affaires pour nos entrepreneurs canadiens, encore plus dans le contexte des tarifs avec Donald Trump. Ben oui, voilà, on va y revenir. On a Sylvain, un auditeur qui nous appelle au 1-877-827-2346. Faites comme Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour, ça va bien, Isabelle? Ça va bien, vous-même. Comment êtes-vous ce matin? Êtes-vous content? Ah, décollissé ben excuse l'expression, là. Oui. J'en reviens pas, là, que le Québec ait voté à ce point-là libéral, là. Je pense qu'on est une gang de consanguins au Québec, là. J'en reviens pas, là, ça n'a pas d'allure, il connaît absolument rien du Québec, il a de la misère à parler français, il veut s'attaquer à la loi 21, puis l'autre sur le 96, je me trompe pas. J'en reviens pas. Complètement là, démoli là, de voir les élections, là, que moi, je commence à passer, là, il y a bien du monde qui dit que c'est arrangé, mais je commence à croire que c'est vrai. Non, c'est pas arrangé. Ça, je vous rassure là-dessus. Je pense que les gens sont allés voter puis ça a donné ça. Est-ce que vous pensez que c'est la campagne de peur, le fait qu'on a beaucoup dit que les Québécois puis les Canadiens avaient besoin de quelqu'un qui allait être fort vis-à-vis de Trump, cette campagne de peur sur les tarifs de Trump, vous pensez que c'est ça qui a pu influencer les électeurs? Lui, c'est un globaliste, lui. Fait que, en tout cas, moi, là, j'écoutais les médias là, pendant la campagne. Là. Moi, je trouvais qu'au Québec, là, il y avait beaucoup plus de visibilité là, pour le Parti libéral qu'il y en avait pour le Parti conservateur.
il était tout le temps, en tout cas, je trouve ça bizarre pas mal. Je sens votre scepticisme, Sylvain. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Merci bien, Sylvain. Je reviens à vous, Jasmin Guénette. Est-ce que vous pensez que cette campagne de peur qui a quand même été faite, là, je veux dire, on a beaucoup dit, on a joué là-dessus, surtout les libéraux ont beaucoup joué là-dessus. Comment vous voyez ça? La réalité, c'est qu'on est dans une situation où il y a des tarifs américains sur les exportations canadiennes, puis le gouvernement du Canada a mis en place des contre-tarifs. Et ces deux tarifs, les tarifs ont un impact majeur sur plusieurs entreprises dans plusieurs régions du pays. Donc, c'est normal qu'on en parle parce que c'est la campagne électorale. On veut savoir ce que les chefs vont faire pour essayer de minimiser l'impact, de changer la situation pour le mieux pour nos entreprises. Donc, c'est sûr que là, en plus, quand le président américain rajoute son grain de sel avec des messages sur les médias sociaux, ça rajoute une couche. Mais, tu sais, il faut parler des tarifs durant la campagne, puis les tarifs ont un impact majeur. Le gouvernement s'est déjà engagé à faire des choses en lien avec ça. Et là, c'est à espérer qu'on en fasse plus parce que le Parlement était prorogé avant les élections. Puis avant ça, il y avait une paralysie complète. Et donc, si le Parlement revient comme prévu à la fin du mois de mai, on va avoir passé 8 mois sans Parlement fonctionnel. Et donc là, la campagne était encore plus importante pour vraiment savoir ce que les élus vont vouloir faire pour faire face aux tarifs américains, mais aussi pour améliorer le sort de nos entrepreneurs parce que les compagnies canadiennes, les PME canadiennes sont hautement taxées. Il y a beaucoup de réglementations, il y a des barrières au commerce interprovincial. Puis il fallait les entendre sur ces enjeux-là qui sont primordiaux pour l'économie canadienne. Donc, vous, ce que vous dites, Jasmin, c'est au moins là, on va pouvoir repartir les affaires parce qu'on était sur le mode pause depuis 8 mois, puis ça avait juste plus d'allure. Au niveau des contre-tarifs, vous dites, je pense que vous souhaitiez que les recettes des contre-tarifs soient retournées rapidement aux PME québécoises. Oui, tout à fait. On a déjà commencé à collecter des revenus de ces contre-tarifs-là. Il faut les retourner aux PME québécoises qui sont touchées par ces tarifs-là. On parle beaucoup du secteur de l'automobile. On veut retourner de l'argent aux travailleurs et c'est très bien. Mais c'est pas juste les grandes entreprises comme Honda et General Motors là, qui sont touchées par les tarifs. Il y a plein de fournisseurs, il y a plein de PME, il y a plein de plus petites entreprises aussi qui sont touchées par les tarifs. Puis il faut que l'argent qui est récolté soit retourné rapidement à ces entreprises-là. Il faut baisser aussi le fardeau fiscal. Nous, on propose même une mesure là assez importante, c'est de baisser le taux d'impôt des PME puis de le mettre à 0 pour un avenir prévisible, parce que là, les entreprises font face à beaucoup de problèmes en termes de liquidité. Et puis là, si elles perdent des marchés et puis si elles ont de la difficulté avec l'environnement commercial actuel, c'est pas encore des programmes style COVID là, qui vont endetter les entreprises qui vont vraiment aider. Il faut baisser la fiscalité des PME, c'est ça qui va les aider. Ah oui, des impôts à 0, on aimerait tous ça. Hein? Mais là, avez-vous l'impression que le nouveau premier ministre, Mark Carney, va en devoir une fière chandelle au Québec? Il a remporté pas mal de sièges au Québec, puis beaucoup d'analystes politiques disent que c'est la raison pourquoi il se retrouve en minorité, c'est les gains qu'il a fait au Québec, puis les gains qu'il a fait en Atlantique. Je pense qu'ils vont devoir s'asseoir puis vraiment établir c'est quoi les priorités. Puis moi, j'anticipe quelques problèmes. Par exemple, durant la campagne, autant les libéraux que les conservateurs ont parlé de corridors énergétiques. On veut favoriser le développement énergétique pour être plus autonome face aux États-Unis. Puis là, du côté du Québec, on s'oppose aux pipelines, du côté du Bloc, là, on s'oppose aux pipelines. Et donc, il va y avoir aussi des frictions comme ça. Puis dans un contexte de parlement minoritaire, encore une fois, un troisième de suite, on ne sait pas combien de temps ce parlement-là va durer. Va durer, ben ouais. La bonne nouvelle hier, c'est que les deux chefs se sont
les deux chefs, dans leur discours, ont dit qu'ils voulaient travailler avec l'un et l'autre pour faire face aux tarifs. Ça, c'est un enjeu commun, je pense, sur lequel les gens vont plutôt être d'accord pour collaborer. Mais pour le reste, ça va être intéressant de voir comment la dynamique va se développer parce que c'est pas clair que le programme libéral va être appuyé par le Bloc pendant très longtemps, surtout du point de vue du développement énergétique, là. Oui, évidemment. Bon, là, vous parlez pour les PME, Jasmin Guénette. Merci beaucoup. Il y a la question, vous avez parlé là, du taux d'imposition à zéro, en tout cas à court terme. Le temps de donner un peu d'air aux PME contre des politiques américaines extrêmement dures, là, qui seraient dures pour les entreprises québécoises. En même temps, on aimerait bien revenir à un certain équilibre budgétaire. Puis avec Mark Carney, c'est encore pire qu'avec Justin Trudeau. Annonce par-dessus annonce, autant coupe pour baisser les impôts, autant que dépenses pour des programmes de toutes sortes. Les PME canadiennes, les PME québécoises, là, à très grande majorité, veulent voir les élus annoncer un échéancier pour retourner à l'équilibre budgétaire. C'est très important. Plus le déficit est élevé, plus on paye les intérêts sur la dette, ben plus le risque d'augmenter les impôts est grand parce qu'il faut payer pour le déficit et la dette. Et donc, c'est à espérer qu'il y ait davantage de discipline pour que il y ait un échéancier de retour vers l'équilibre budgétaire et qu'on le fasse pour vrai, là. Parce que, rappelez-vous, là, la ministre Freeland elle-même avait annoncé vouloir avoir une approche plus prudente. On avait évoqué un retour éventuel à l'équilibre budgétaire, mais on s'est jamais rendu vraiment proche de ça, même que le déficit de la dernière année était beaucoup plus grand que prévu. Ouais. Et donc, si on veut être sérieux dans une approche de finances publiques équilibrée, ben, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix, il faut l'annoncer. Et on espère que le gouvernement de Mark Carney va faire ça dans son premier budget. Ben, merci beaucoup. Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Allons du côté de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ça, c'est pas mal de chambres de commerce un peu partout au Québec qui sont bien ancrées aussi dans les régions auprès des entreprises, mais pas seulement, là, des organismes, un peu toute la société civile, là, un peu partout au Québec. Véronique Proulx est la présidente directrice générale. Bonjour, Véronique. Bonjour. Est-ce que vous êtes surprise du résultat de l'élection d'hier? Pas surprise, parce qu'on a vu la tendance qui s'enlignait vers des gains importants pour le Parti libéral du Canada. Puis en même temps, l'élément minoritaire est-il surprenant pour vous? Il est surprenant, puis j'ai envie de vous dire, peu importe qui était le parti qui allait gagner, ce que le milieu des affaires souhaitait, c'est qu'il y ait un gouvernement majoritaire. Parce que dans le contexte de la guerre tarifaire et de toute l'incertitude qui est en place, les entreprises souhaitaient qu'on ait un gouvernement majoritaire qui ait les coups des franches pour être capable de négocier fortement avec l'administration Trump. Alors, je voudrais que ça, c'est un élément de déception ce matin, indépendamment de quel parti allait gagner cette élection-là. Alors, nous, on souhaite vraiment que tous les partis travaillent ensemble, particulièrement les conservateurs, le Bloc et le NPD travaillent avec le gouvernement actuel pour s'assurer que les intérêts économiques du Québec soient priorisés. Oui. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que finalement, vis-à-vis d'un Trump, on aurait mieux paru avoir un gouvernement majoritaire. Absolument, parce qu'il pourrait, encore une fois, choisir de jouer là-dessus, diviser pour mieux régner. Alors, ça va être hyper important que le premier ministre Carney soit capable de trouver des alliés, soit capable de travailler avec un Pierre Poilievre éventuellement, s'il est encore là, avec les autres partis, pour qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait un appui, notamment au niveau de la guerre tarifaire, parce qu'il faut se le dire, là, on vit une crise sans précédent. Là, la pression a diminué un petit peu, mais on va certainement y revenir. On va parler de la révision ou d'une renégociation de l'accord de libre-échange. Alors, ça va être hyper important qu'on soit unis sur les priorités québécoises, canadiennes, pour qu'on puisse avoir un certain poids à la table de négociation. Quel est votre message au premier ministre Carney aujourd'hui, là? Parce qu'il y a dans les prochaines heures, les prochains jours, il y aura des appels justement à Washington auprès du président Trump. Il y aura des négociations éventuellement, vous venez d'en parler, qui vont s'opérer. Mais les prochaines heures, les prochains jours sont-ils cruciaux pour vous?
Absolument. Mais pour nous, la priorité numéro 1, c'est que le premier ministre Carney puisse nommer un négociateur en chef, qu'il y ait un leadership très clair au niveau des communications, de la négociation avec l'administration américaine et que cette personne-là, ce groupe-là, soit capable de travailler avec les différents partis, mais avec les provinces également. On l'a vu la première fois, ce qui a fait notre force, le Canada, lors de la renégociation de l'accord de libre-échange et des tarifs sous la première administration Trump, c'était le fait de parler d'un front uni, c'était la cohérence, la cohésion. Alors ça, pour nous, ça va être un dossier prioritaire. Le deuxième, qui touche beaucoup le Québec, c'est la question des travailleurs étrangers temporaires. Oui. Donc, beaucoup de nos PME en région attendaient le nouveau gouvernement pour qu'il puisse revenir en arrière sur des décisions qui ont été faites à l'automne. On demande un moratoire sur les départs des travailleurs étrangers temporaires qui sont partout en région, qui font rouler notre économie, nos PME notamment. Alors ça, c'est un dossier qui est prioritaire pour beaucoup d'entreprises à travers le Québec. Le troisième, c'est celui de la défense. Troisième, quatrième, je vous dirais celui de la défense. Tous les partis en ont parlé pendant la campagne électorale de l'importance d'investir. Moi, je vous dis que c'est important d'investir, d'avoir des priorités claires, d'avoir une stratégie, une politique de la défense industrielle. Et pour le Québec, quelles seront les retombées? Ça, on veut en entendre parler. Puis quatrième priorité, les contrats publics. Alors, c'est pas normal qu'une entreprise québécoise qui veut faire affaire avec le gouvernement américain ou français aille à s'établir à l'étranger, alors que des entreprises étrangères peuvent faire affaire avec nos gouvernements sans avoir de présence locale. Nos entreprises, elles veulent recevoir un message clair du premier ministre Carney qu'il y aura des opportunités d'affaires pour elles si elles restent au Canada. Ça fait beaucoup de dossiers importants, là. Véronique. Quand même. Oui, vraiment. Évidemment, là, vous parlez beaucoup d'investissement. Je suis d'accord avec vous, il y a des gros dossiers importants. La défense, on n'aura pas le choix de se tenir un peu plus debout, de s'armer un petit peu plus, mais tout ça va coûter beaucoup d'argent. On vient d'en parler avec le représentant de la FCEI. On est loin de l'équilibre budgétaire. De toute façon, ils promettent ça dans tellement d'années qu'on c'est difficile d'en parler. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est quand même ça la base. Mais ça prend un plan. Ça prend un plan quand même. C'est comme en affaires. Présentement, il y a beaucoup d'incertitudes pour les gens d'affaires, pour les chefs d'entreprise, mais ils ont quand même des plans de contingence. Donc, nous, on demande quand même au premier ministre d'avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Un plan, ça se revoit, mais au moins, on a une vision, on a une direction et on pose des gestes en conséquence. Puis, je vous ramène à certaines mesures qu'on a demandées, notamment une stratégie industrielle pour la défense. Bien, ça veut pas dire qu'il y a de tout pour tout le monde. Ça veut dire qu'on fait des choix, qu'on priorise. Les travailleurs étrangers temporaires, ça coûte rien au gouvernement, ça permet de faire fonctionner l'économie. Donc, c'est pas juste une question de demander de l'argent, c'est une question que le gouvernement devra prioriser les choses, faire des choix et les faire intelligemment. Et nous, bien sûr, on offre notre entière collaboration à ce nouveau gouvernement pour travailler sur ces dossiers prioritaires-là. Avant de vous laisser, est-ce qu'il y a un avantage Québec aujourd'hui, là, au lendemain d'une élection où visiblement les sièges libéraux viennent beaucoup du Québec? C'est grâce au Québec que finalement il est chef du gouvernement, donc M. Carney. Est-ce que cet avantage-là va porter ses fruits pour nous? Est-ce qu'on a eu raison au Québec de voter Mike Carney? Généralement, historiquement, on le voit, là, quand on a une forte proportion de députés élus en lien avec le gouvernement qui est en place, ça a un avantage parce que ça permet de donner plus de visibilité aux priorités du Québec. Alors, on souhaite que ce soit le cas. Puis encore une fois, on va travailler de très près avec eux pour s'assurer que la voix des entreprises québécoises soit bien entendue. Merci Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On va aller maintenant du côté de la Fédération canadienne des contribuables parce que, là, vous voyez où je m'en vais, là, on a parlé des entreprises, on a parlé des investissements qu'on veut faire pour relancer l'économie, pour faire face à Donald Trump et sans doute que la peur que beaucoup d'entre vous là, qui nous écoutez peuvent ressentir par rapport au président américain, bourru, sans bon sens, imprévisible, peut-être que cette peur-là, qui a beaucoup été quand même mise de l'avant dans le discours libéral, peut-être que ça a porté fruit. Une chose est sûre, c'est qu'au niveau des contribuables, il va falloir regarder un peu comment ce nouveau gouvernement a l'intention de gérer la bourse. C'est ça qui compte, n'est-ce pas, Nicolas Gagnon, entre autres? Merci d'être là. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation, Mme Maréchal. Comment vous voyez ça, vous, à la Fédération des contribuables? Parce que, bon, d'un point de vue comptable, on regarde ça puis on se dit, mon Dieu, on va s'enliser un petit peu plus dans notre misère parce que déjà que ça allait pas bien, qu'on est très endetté. Là, on va être encore plus endetté. Puis il y a tellement de dossiers. Voyez-vous, on vient de tout faire les dossiers importants là, avec nos deux précédents invités. Mais à un moment donné, il faut quand même que ça balance là, si on veut gérer ça en bon père et bonne mère de famille.
Ben, effectivement, il faut que ça balance, puis on le rappellera jamais assez qu'au courant des 10 dernières années, la dette du gouvernement fédéral a carrément doublé. On se rappelle qu'en Ouais. 2015, on avait environ une dette d'à peu près 616 milliards. Cette année, elle dépasse les 1300 milliards. Donc, tout ça vient avec un coût. C'est les frais d'intérêt qu'on paye essentiellement pour servir la dette. Et cette année, les services d'intérêt du gouvernement fédéral, c'est pas loin de 54 milliards. Donc, c'est à peu près, c'est plus d'1 milliard de dollars par semaine en tant que contribuable qu'on paye avec nos impôts pour payer des intérêts sur une dette qui est appelée à augmenter. Faut rappeler que dans le cadre financier de M. Carney, on prévoyait entre autres d'ajouter au cours des 4 prochaines années 225 milliards de dollars de dettes supplémentaires avec des dépenses et des investissements qui sont annoncés dans le cadre comme tel. Et ce qui c'est ajouté là-dedans, c'est qu'au final, c'est même plus dépensé que ce qui était annoncé initialement par Justin Trudeau dans sa dernière mise à jour économique d'automne, donc à l'automne dernier. Ceci étant dit, bon, je Et je comprends vous arrête qu'aujourd'hui, là-dessus, Nicolas, parce que, allez-y. juste pour revenir, parce que vous parlez de la dette du Canada, effectivement, 1371 milliards. C'est tellement de milliards qu'à un moment donné, je pense que le monde arrête de compter, puis on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que par contribuable, on est endetté, c'est-à-dire c'est comme si chaque contribuable canadien porte une dette fédérale de 41 389 et 51 cents, et ça continue toujours de compter. Vous pouvez aller sur le compteur de la dette canadienne. D'ailleurs, ceux qui nous regardent à Cube Télé, vous le voyez, 41 389 de dette par citoyen canadien, c'est quand même pas rien, parce qu'à ça s'ajoute notre dette aussi du Québec. Nous aussi, on n'est pas pire endettés au Québec. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose, ça, pour les gens, vous pensez? Ben, c'est que à quelque part, il va y avoir un son d'alarme qui va retentir à Ottawa. Ça, c'est sûr et certain, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir éventuellement faire des compressions puis un ménage au niveau des dépenses pour ramener ça à l'équilibre. Pour l'instant, qu'on regarde les cadres financiers qui ont été promis par tous les partis politiques, en fait, incluant celui de M. Carney, aucun ne prévoyait un retour à l'équilibre d'ici la fin de la décennie. Par contre, Non. on fait un petit jeu comptable. On veut essayer, par exemple, de diviser le budget entre le budget des opérations, le budget des dépenses et le budget des investissements. Et c'est comme ça qu'on arriverait à un retour à l'équilibre. Donc, essentiellement, qu'un tour de passe-passe comptable, c'est comme ça que M. Carney prévoit que ça va se faire, mais il va y avoir un travail beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là. Au cours des dernières années, on a augmenté de plus de 108 000 le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique fédérale. C'est une augmentation de 42%. Mais quand on regarde 108 le coût, 000, 108 000 oui, fonctionnaires de plus au fédéral. Aïe, aïe, aïe. c'est énorme, et pourtant on aurait tendance à penser que ça aurait amélioré les services ou ça les aurait rendus plus accessibles. Ouais. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. En contrepartie, le coût de cette fonction publique-là a explosé également. Donc, c'est tout ça qui va devoir être révisé par le gouvernement Carney. Ceci étant dit, en tant que contribuable, nous aussi, on voit quand même le discours qui doit être un peu plus optimiste pour les contribuables, c'est-à-dire cette notion qu'il y aura peut-être des baisses d'impôts. Faut se rappeler, il n'y a pas si longtemps, en fait, c'est que c'était le 23 mars quand les élections ont été déclenchées. Carney a annoncé qu'elle allait avoir des baisses d'impôts de 1% pour le premier palier d'imposition, qui est à peu près 800 dollars par famille, là, donc par ménage. Donc ça, on va espérer que ça soit livré dans les plus brefs délais pour donner ne serait-ce qu'un allègement fiscal aux contribuables. Ceci étant dit, oui, il faut laisser de l'argent dans les poches des contribuables, mais il faut aussi arriver avec un équilibre comptable avec les finances publiques. Donc, on a hâte de voir comment le gouvernement va livrer la marchandise dans ce sens. Autant s'assurer que les contribuables récupèrent un peu plus de leur argent, mais de l'autre côté, qu'on arrive à équilibrer les finances publiques pour éviter que les contribuables de demain se retrouvent avec une dette encore plus insurmontable et impayable. Là, vous parlez de dette, d'avantages fiscaux et tout. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la taxe carbone, où là, le premier ministre Carney avait quand même dit en campagne électorale qu'il allait, même si il a décidé de l'annuler, de quand même verser une compensation de 3/4 de milliard finalement dans le reste du Canada, sauf au Québec. C'est quand même fascinant. Je ne sais pas si le monde a Est-ce que les gens se sont souvenus de ça hier? Pas sûr, visiblement, mais j'espère qu'ils l'avaient compris, les contribuables québécois. Vous aviez compris là, que le reste du Canada allait avoir de l'argent de M. Carney, mais pas nous. Alors, enfin, je ne veux pas être cynique plus qu'il faut, mais disons qu'on n'a pas tout bien calculé, peut-être. Est-ce que vous en pensez quoi, vous, de ça? Parce que quand on regarde ça, Nicolas, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas ici moyen de dire à M. Carney, on peut-tu avoir notre partie, nous aussi, de cet avantage-là par rapport à la taxe carbone? Puis quant au reste, l'avantage Québec, va falloir qu'il se fasse sentir, là.
Ben, en fait, le gros risque, par exemple, c'est que si on se met à demander à être intégré au système de remboursement de la remise du carbone qui doit avoir pris fin essentiellement parce que depuis le 1er avril, la taxe carbone pour les consommateurs ne s'applique plus. Ceci étant dit, la loi, elle n'a pas été abolie. Elle est toujours bien présente et Ouais. la loi sur la tarification du carbone, elle implique à la fois un seuil au niveau des émissions, donc un seuil de plafonnement, que la fameuse remise de carbone canadienne. Et la raison pour laquelle le Québec n'y avait pas droit initialement et depuis aussi longtemps que la taxe carbone existe, c'est parce qu'on n'a jamais embarqué dans le programme fédéral. Et ce qu'il faut quand même mentionner, c'est que le principal avantage à ne pas être dans le programme fédéral, c'est que la taxe carbone au Québec, donc avec notre propre système de plafonnement, est beaucoup moins élevé que celle qui était refilée aux contribuables canadiens, presque le double en fait. Non, mais je comprends, mais Donc, Nicolas, il faut quand même se le dire, c'est un cadeau au reste du Canada, hein. oui. Je Oui, veux oui, dire, c'est un cadeau qui est arrivé au on moment peut le opportun. prendre du bord qu'on veut, là. C'est un Exact. cadeau de 3/4 de milliard au reste du Canada, là. C'est ça, là. Exact. Mais il y a une partie du montant qui a été versé en fait à tous les contribuables canadiens autres que les Québécois qui venait en partie de ce qui avait été récolté par le gouvernement fédéral entre le 1er janvier et le 1er avril où la taxe carbone était encore en vigueur, mais il y a aussi des revenus qui étaient, Ouais. comment dire, projetés, qui ont été versés et qui viennent effectivement des contribuables québécois. Donc, dans les deux cas, nous, ce qu'on espère, c'est que la taxe carbone fédérale va bel et bien rester morte et enterrée, que la loi comme telle va effectivement être modifiée parce que pour l'instant, elle est toujours en vigueur. Il n'y a rien qui empêche Mark Carney de rouvrir le Parlement et de rehausser la taxe carbone comme c'était le cas au 1er avril dernier. Donc, Ouais. essentiellement, le taux de passe-passe comptable aura été complété. Donc, on va espérer que tous ces allègements-là, incluant le recul sur la hausse du gain en capital aussi qui a été annulé Ouais. par le gouvernement de Carney. Donc, tout ça, bien sûr, avant même que les élections soient commencées ou tout début plutôt. Donc, on va espérer qu'ils vont garder leur bout à ce niveau-là et qu'ils vont s'assurer à ne pas refaire les erreurs du gouvernement Trudeau. Merci beaucoup, Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. J'ai l'impression qu'on va souvent se parler. Merci beaucoup. On risque d'avoir des surprises avec ce nouveau gouvernement Carney. On a beaucoup de vos commentaires. On va les lire au courant de cette émission. On aura l'occasion de revenir aussi dans l'émission sur les 100 jours de Donald Trump, ce qui nous donnera l'occasion de rejaser de ça. Tout de suite après la pause, je reçois quelqu'un que vous aimez. Et moi aussi, le comédien Benoît Brière est avec nous.